Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des réseaux. Alors c'est quelque chose dont on entend parler à peu près tous les jours, mais dont on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est. Et pour cette petite intervention, je vais vous donner des exemples de réseaux, les exemples qu'on trouve un peu partout dans la vie courante. Et ensuite, je vais vous parler de quelque chose de très important, comment caractériser ces réseaux. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut mesurer ces réseaux? Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Etc. Enfin, afin de donner un exemple concret d'application, je vais vous parler de la propagation d'épidémies sur ces réseaux. Comment une épidémie se propage et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette propagation selon la structure du réseau. Alors, évidemment, je ne pourrais pas, en un temps si court, parler de tout. Et c'est vraiment quelques exemples qui vont illustrer la recherche qui se fait dans ce domaine depuis au moins 20 ans pour les physiciens et gens de l'informatique. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'un réseau? C'est aussi un graphe. En mathématiques, on appelle ça un graphe, plutôt. Et c'est... Alors on l'écrit de manière un peu symbolique comme ça, un ensemble de nœuds et un ensemble de liens. Donc ça, c'est l'ensemble de nœuds, et ça, c'est l'ensemble des liens. Alors si on veut se le représenter graphiquement, j'ai un nœud ici, par exemple le nœud I, et j'ai un autre nœud J. Ça peut être, on verra, ça peut être n'importe quoi, des individus pour un réseau social. Et ces deux nœuds peuvent être reliés par un lien ou pas. Donc ça serait le lien entre I, J. Et on peut avoir plusieurs nœuds, plusieurs autres nœuds, et ils sont reliés ou pas entre eux. Et le tout forme ce qu'on appelle un graphe ou un réseau. Alors le lien, je ne m'en servirai pas beaucoup aujourd'hui, mais le lien peut évidemment avoir plusieurs aspects. Il peut en particulier être dirigé, c'est-à-dire avoir une direction particulière, on verra un exemple tout à l'heure. Il peut être aussi valué, c'est-à-dire que chaque lien peut posséder une valeur, comme par exemple dans le réseau des lignes aériennes, le lien entre deux aéroports peut dénoter par exemple le nombre de passagers. Et on a évidemment beaucoup d'autres possibilités. Et on voit là la grande flexibilité. Cet objet est très abstrait, très général, et finalement peut décrire énormément de choses. Alors, d'un point de vue un peu plus mathématique, mais je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, on décrit ce graphe par une matrice. Et cette matrice est très simple. Entre l'élément de matrice, entre deux nœuds IJ, vaut 1 si les liens sont connectés, et vaut 0 sinon. Donc c'est un objet finalement très simple, il n'y a que des 0 et des 1, et si vous connaissez la matrice, on connaît le graphe, et inversement. Alors en fait, les réseaux sont partout. On a compris, on a vu que ce sont des graphes, et dans nos sociétés et dans la nature, on voit qu'ils sont partout. Le réseau le plus célèbre finalement, c'est le réseau social, et dans ce réseau, les nœuds sont les individus, et les liens dépendent de ce que vous appelez, du coup, dépendent d'une convention, une définition. Par exemple, sur Facebook, la définition est très claire. On accepte ou pas une personne en tant qu'ami, et dans ce cas-là, on peut mettre un lien entre deux individus. En général, quand on n'est pas sur Internet ou le web, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle ami ou pas. Et quand est-ce qu'on construit le lien? Donc le lien, là, dépend d'une convention, d'une définition. Alors, ces réseaux sont énormes. Facebook, on a à peu près 2 milliards d'individus, donc le nombre de nœuds n, c'est à peu près 2 milliards d'individus. Donc c'est un réseau énorme et la question du coup se pose comment caractériser ce réseau. On ne peut pas le dessiner, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a aussi dans ces exemples, on a Internet et le web qui sont des réseaux énormes. Internet, il ne faut pas le confondre avec le web, c'est le réseau physique. Internet, les nœuds sont les ordinateurs, les routeurs, etc. Donc c'est toute la partie physique du web. Et les liens sont les câbles.
Contrairement au web, où là, on a les hyperliens, les adresses URL, les sites web pour les nœuds. Internet, c'est vraiment la partie physique et qui, elle aussi, augmente constamment. Chaque jour, on a de plus en plus d'ordinateurs, de routeurs. Et là, le nombre d'ordinateurs est difficile à estimer. Faire une cartographie d'Internet, c'est assez compliqué puisque c'est très grand. Mais là aussi, on a un réseau énorme. Alors, on n'a pas que les réseaux sociaux, on a aussi un exemple important donné par les réseaux de transport. Alors, dans les villes, on a le métro. Là, les nœuds sont les stations, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et les liens, c'est les rails entre deux stations consécutives. Et pour une grande ville comme Paris, le nombre de stations, c'est dans les 350 à peu près, entre 300 et 400. Et pour beaucoup de grandes villes dans le monde, on a plus de 100 stations. Donc là aussi, ce sont des nœuds moins compliqués c'est des réseaux moins compliqués que Facebook, mais ça reste des réseaux très très grands. Le train est un réseau similaire à celui du métro, mais à l'échelle nationale, ou voire européenne, mondiale. Là, on a toujours les stations et le rail entre deux gares, par exemple pour le train. En revanche, on a un autre réseau de transport qui est le réseau des lignes aériennes. Là, les stations sont les aéroports. En revanche, le lien n'existe pas physiquement. On n'a pas de choses qui relient les aéroports. Et là, il faut une convention pour travailler sur ce réseau. Et celle qui est habituellement utilisée, c'est l'existence d'au moins un vol direct entre deux aéroports. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de comprendre comment une épidémie se propage dans le monde et passe d'un aéroport à l'autre. Et si on compte les grands aéroports reliés aux grandes aires urbaines, on est à peu près à quelques centaines dans le monde. Donc là aussi, on a un réseau assez grand qu'il est difficile d'appréhender comme ça. Enfin, je ne peux pas donner tous les exemples ici. En biologie, on a aussi beaucoup de réseaux. Et deux exemples particulièrement importants, c'est le cerveau, le réseau neuronal. Là, les nœuds sont les neurones. Et les neurones sont reliés entre eux par des axones qui vont d'un neurone à un autre. On a donc un exemple ici de réseau dirigé, puisqu'on a un sens de l'influx nerveux d'un neurone vers un autre. Et pour le cerveau humain, on a de l'ordre de 10 puissance 11 neurones, donc de l'ordre de 100 milliards de neurones. Et là, on est vraiment face à un réseau gigantesque qu'il est très difficile de caractériser. Enfin, un dernier exemple dans les réseaux biologiques sont les écosystèmes. Alors, les écosystèmes, on relie finalement chaque nœud, c'est les espèces, et on se demande quelle espèce mange l'autre. Donc le lien, c'est vraiment qui mange qui. Et là, les écosystèmes peuvent aller aussi d'une centaine d'espèces à plusieurs milliers, selon ce qu'on étudie. Et sans vouloir décrire tous ces réseaux précisément, il faut bien comprendre que tout un tas de processus ont lieu sur ces réseaux. C'est pour ça que c'est important de les comprendre. Dans les réseaux sociaux, on a la propagation d'informations, de rumeurs, on a l'émergence de comportements collectifs, comment des groupes d'opinion se forment. Ça va dépendre beaucoup de la structure des réseaux. Les réseaux de transport sont évidemment très importants pour nos villes, puisqu'on a la formation d'embouteillages, tout un tas de problèmes de congestion. Et là aussi, il faut comprendre la structure pour essayer de diminuer ces problèmes. Et dans le cas du réseau des lignes aériennes, on a un vecteur de propagation de pandémies, c'est-à-dire d'épidémies à l'échelle mondiale. Et la propagation de ces épidémies dans le monde va dépendre de manière cruciale de la structure du réseau des lignes aériennes. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce réseau. Et évidemment, en biologie, comprendre le cerveau, on imagine bien que la structure va être importante pour comprendre tous les processus cognitifs. Et dans le cas des écosystèmes, la résilience d'un écosystème, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand une espèce disparaît à cause de la population. Est-ce que l'écosystème va survivre ou au contraire on va avoir une avalanche de disparition. Ça va dépendre crucialement de la structure du réseau. Donc
Au travers de ces différents exemples, même s'il y en a beaucoup d'autres, j'espère vous convaincre qu'il faut mesurer, comprendre la structure pour arriver à comprendre les processus qui vont se trouver dessus. La première manière de caractériser un réseau, il en existe évidemment beaucoup, mais je ne présenterai que deux aujourd'hui, c'est la distance, c'est à partir de la distance entre deux nœuds. Alors, pour comprendre ce que c'est cette distance, imaginons un réseau. Alors ici, je fais à peu près n'importe quel réseau, un réseau ici connecté. Et je me pose la question suivante, j'ai un nœud S ici et un nœud T. Alors j'ai tout un tas de réseaux ici, de nœuds entre A, B, C, D, E et F ici. Et je me pose la question, quel est le chemin pour aller de mon nœud S de début à T qui est ici? Alors on voit qu'il y a plusieurs chemins. Je pourrais par exemple, alors je pars d'ici, j'arrive en B et je peux choisir par exemple de passer par C, F et T. Mais je pourrais très bien au moment en B bifurquer et plutôt choisir ce chemin-là. Et ce que je peux faire, c'est pour comparer ces deux chemins, c'est de compter le nombre, alors ici de sauts par exemple, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on passe de sauts d'un nœud à un autre. Donc on peut très bien imaginer, dans un réseau social par exemple, S connaît A qui connaît lui-même B connaît 4 personnes, C et D, et je choisis de passer par C, etc. Et donc on voit que le premier chemin va de S à B, à C, à F et à T. Et le second chemin va de S à B aussi, mais après D, E, F et T. Donc si on compte le nombre de sauts, pour le premier chemin, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 sauts pour aller de S à T par ce premier chemin. Pour aller par le second chemin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauts. Et on voit bien que dans un graphe, en général, il y a beaucoup de chemins qui vont d'un point à un autre, mais il y en a en général il y en a un qui est le plus court. Et il y en a éventuellement plusieurs, même il peut y avoir deux chemins, ici un autre chemin qui a une distance 5 par exemple. Mais c'est ça qu'on va utiliser comme notion de distance. On va prendre, ça va être le nombre de sauts minimum pour aller d'un point à un autre. Et en l'occurrence, ici, c'est 5. Alors on peut vérifier que cette distance ainsi définie, qui est donc la longueur du chemin le plus court, est bien une distance. Et à partir de ça, on peut, donc ça vous dit finalement comment le réseau est connecté, comment on peut aller d'une personne à une autre, combien il y a d'amis entre vous et telle personne, combien il y a de personnes jusqu'à un chanteur très connu, par exemple, quelle serait la chaîne la plus courte. Donc on peut se poser, en général, pour un réseau très grand avec un nombre de nœuds n, quel est le maximum de la distance, le max sur S et T. Donc ça vous dit finalement, ça vous donne une idée de la taille du graphe. Et d'ailleurs, en théorie des graphes, le maximum de cette distance, de la distance la plus courte, c'est ce qu'on appelle aussi le diamètre du graphe. On peut aussi, alors c'est une quantité qui est un peu similaire, calculer la distance moyenne. Donc il faut moyenner sur toutes les paires de liens, donc sur tous les S et T de cette distance S et T. Donc c'est en gros la distance moyenne, si on prend deux points au hasard, quelle va être la distance, le nombre de sauts qu'il faut faire pour trouver le plus court chemin entre ces deux points. Et donc ces deux questions, une fois qu'on connaît la réponse, nous donnent une idée déjà sur la structure du réseau. Est-ce qu'il va être plutôt petit, compact? Est-ce que c'est facile de naviguer d'un point à un autre? Ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment passer par beaucoup d'intermédiaires pour aller d'un point à un autre en général? Alors, pour bien comprendre cette distance moyenne, on peut commencer par des exemples très simples. Par exemple, le graphe le plus simple, c'est
la ligne, c'est aussi un graphe. Alors ici, avec n nœuds, 1, 2, 3, etc., jusqu'à n-1, n, ça c'est vraiment le graphe le plus simple, qui est la ligne unidimensionnelle. Et là, la distance moyenne, on peut montrer que c'est quelque chose qui est de la forme, c'est g fois n, où g, c'est un petit exercice, c'est 1/6. Ce qui est important ici, c'est que cette distance est proportionnelle à n. Le maximum de d, on voit que finalement la distance maximum, c'est en allant de 1 à n, et là, il y a essentiellement n-1 sauts. Donc quand n est très grand, c'est à peu près en n. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans le cas unidimensionnel, cette distance moyenne ou la distance maximum varie avec le nombre de nœuds. Donc si vous multipliez, donc si on prend quelque chose, un réseau qui a 1 million de nœuds, vous allez avoir une distance qui est de l'ordre d'1 million, fois un facteur qui peut être 1/6 ou qui dépend un peu de la structure du réseau. Si maintenant je prends un réseau très simple aussi, un réseau régulier, qui est le réseau carré, et qui a n nœuds. Alors je suppose que c'est un carré, c'est-à-dire qu'il est de taille L sur L. Ce qu'on sait, c'est que la distance, la seule distance qu'il y a, alors on peut faire le calcul exactement, mais la seule distance dans ce problème, c'est grand L, et donc la distance moyenne va être proportionnelle à L. Et avec un facteur qu'il faudra calculer, qui peut être un tiers, un demi, etc., mais qui n'est pas très important. La chose importante ici, c'est que D va être comme L, et puisque c'est un réseau carré, on a N qui est L au carré. Pour tout carré, ça c'est vrai, et du coup, on est en N 1/2. Donc on voit ici que dans ce cas unidimensionnel, on avait une distance moyenne et un maximum proportionnel au nombre de nœuds. Dans le cas de la dimension 2, ici, c'est-à-dire un carré ou un réseau rectangulaire, alors la distance moyenne est en racine de n. Alors on peut se convaincre qu'en dimension quelconque, d, en prenant un cube en dimension 3, hypercube en plus grande dimension, la distance moyenne est en général, pour ces réseaux réguliers, en n à la puissance 1 sur d. Donc dans un cas où on a 1 million, par exemple un réseau régulier comme ça avec 1 million de nœuds, alors la distance moyenne ou le maximum sera en dimension 2 de l'ordre de 10 puissance 3, ce qui veut dire qu'il faut en moyenne 1000 sauts pour aller d'un point à un autre. Alors on peut à ce stade-là se poser la question de empiriquement. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour le réseau social? Et c'est une expérience qui a été faite la première fois à la fin des années 60, disons 60-70, par un psychosociologue qui s'appelle Stanley Milgram, qui a été un acteur très important et qui, dans ce domaine, et qui a aidé à populariser l'effet de petit monde, qui en anglais s'appelle Small World. Alors l'expérience de Milgram est la suivante. Elle se passe aux États-Unis et on part de plusieurs nœuds qui sont des individus et on donne à ces individus une lettre avec une mission qui est envoyer cette lettre à monsieur X qui habite à Boston. Si vous ne connaissez pas ce monsieur qui habite à Boston, envoyez la lettre à un ami que vous connaissez et qui peut-être aura plus de chances de connaître ce monsieur à Boston. Autrement dit, un individu ici, il envoie directement à Boston à la personne, à ce monsieur X, s'il la connaît. Sinon, il envoie la lettre à un ami qui est susceptible de connaître ce monsieur à Boston. Et l'expérience était faite de telle sorte qu'on puisse suivre les lettres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pouvait voir le nombre d'intermédiaires. Et du coup, une fois qu'on récupère les lettres à Boston, pour celles qui sont arrivées, on connaît le nombre d'intermédiaires et donc on connaît le nombre de sauts sur ces chaînes. Et donc ça donne une idée de la distance moyenne sur ce réseau. Alors c'est le réseau social, ça s'est passé aux États-Unis.
Et aux États-Unis, la population est de l'ordre de 300 millions, donc c'est typiquement de l'ordre de 10 puissance 8. Et donc c'est un réseau a priori énorme, et on peut se demander quelle va être la longueur des chaînes qui vont d'un individu, comme ça, vers un ami, un autre ami, et puis un dernier ami qui, lui, connaît ce monsieur à Boston. Donc là, ça serait un exemple, c'est un exemple de chaîne de 1, 2, 3, 4. Donc cette chaîne-là a une distance de 4. Donc, Stanley Milgram, avec ses collaborateurs, a fait ça pour plusieurs lettres, un grand nombre de lettres, a regardé les lettres qui sont arrivées et a calculé la moyenne de la longueur des chaînes. Et il a trouvé le résultat suivant, qui est 6, à peu près. Alors ça, c'est un résultat très surprenant. On vient de voir que sur un réseau régulier, avec par exemple 1 million d'habitants, la distance moyenne est de l'ordre de 1000. Elle devrait être 10 000 ici à peu près si c'était un réseau régulier. Et là, on voit quelque chose qui est tout petit, qui est de l'ordre de 6. Si ça avait été 5 ou 7 ou 8, le résultat est le même finalement. Comment comprendre ça? Et c'est ça, ce résultat justifie le nom de petit monde. C'est peut-être un effet d'ailleurs que vous avez rencontré. En allant chez un ami, vous pouvez rencontrer par hasard quelqu'un que vous connaissez de tout à fait par d'autres réseaux, disons. Et on peut s'apercevoir finalement que la distance entre une personne et une autre, entre vous et une autre personne, est finalement beaucoup plus petite qu'on pense. Alors, cette expérience a été refaite récemment avec des emails dans le monde entier, puisque ça, c'est comme dans les années 60 avec des lettres. On peut le refaire avec des mails, et on trouve sensiblement la même valeur. Et donc, le problème qui s'est immédiatement posé, c'est comment comprendre ça? Comment comprendre ce résultat? Quelle est la structure? Qu'est-ce que ça veut dire sur la structure du graphe? Alors, pour comprendre ce résultat de Milgram, de petit monde, il faut faire des essais, il faut faire plusieurs calculs sur tout un tas de réseaux. Et ce qu'on a compris finalement, je ne vous donnerai pas le détail de tous les calculs, c'est l'influence des raccourcis. C'est ça le point important. Et l'image à laquelle on en vient, c'est que finalement le réseau social, si on voulait faire une représentation un peu schématique, on a des petits réseaux très denses. Typiquement, c'est vous et vos amis qui se connaissent plus ou moins bien entre eux. Et on a plusieurs communautés de ce type. C'est vraiment des groupes d'amis. Et alors, si ce sont des réseaux plus ou moins réguliers, et si on a N1 nœuds, on a vu tout à l'heure que la distance moyenne serait en N1. Alors, si on suppose que tout ça, c'est dans le plan 1,5 typiquement. Et ici, par exemple, on a N2 nœuds, donc la distance moyenne serait en N2 aussi 1,5. Mais ce qui est important, c'est que ces différentes communautés sont reliées par des raccourcis. Donc ça, c'est typiquement quelqu'un qui est un de vos amis et qui connaît quelqu'un de très loin, qui vit en Australie, par exemple. Donc on a ces liens qui n'ont pas besoin d'être très nombreux, mais qui sont suffisants pour connecter des communautés très différentes. On a ces communautés qui sont reliées, par exemple, comme ça. Et tout le réseau ici, qui est de taille n, qui est très grand, donc on a n nœuds en tout, est donc formé par ces différentes communautés très structurées à l'intérieur par des liens à longue portée, d'une certaine manière, qui vraiment fait changer d'une communauté à l'autre. Et ce qu'on peut montrer mathématiquement, c'est que finalement, pour beaucoup de graphes, pourvu qu'il y ait des raccourcis, la distance moyenne varie comme le logarithme du nombre de nœuds. Et c'est ça le résultat important des petits mondes. Donc si on prend n, si on prend cette fois-ci, si on prend toujours 1 million, par exemple, un graphe de 1 million de nœuds avec cette structure, alors la distance moyenne va être de l'ordre de 6, ce qui correspond d'ailleurs à ces 6 degrés de séparation popularisés par très populaire, disons, dans les années 60-70 et qui a été confirmé dans l'expérience de Milgram.
Donc, il faut bien voir que du coup, on n'a pas une image très précise du réseau, mais on peut montrer l'importance de ces liens très faibles, on pourrait dire, qui sont plutôt rares, mais qui permettent de relier les communautés entre elles et du coup, d'avoir un chemin. Par exemple, si je veux aller de ce nœud à celui-ci, en fait, je peux passer là, connaître cette personne qui a un raccourci, aller ici et ici. Donc au lieu de faire tout un chemin très compliqué, je peux profiter de ces raccourcis et c'est ce qui rend le monde petit et qui explique que la distance moyenne entre deux personnes n'est pas racine de n ou qui serait un millier, voire plus, mais en fait augmente logarithmiquement avec le nombre de nœuds et donc un nombre très petit.